Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Du coup, petite précision, donc pour ceux qui sont au fond de la salle, n'oubliez pas du coup à Flashcode, vous pouvez flasher l'application sourd et comme ça vous pourrez brancher vos casques pour mieux nous entendre. Donc bienvenue à cet atelier donc, dédié aujourd'hui aux Green Tech françaises, un levier dynamique du coup pour accélérer la décarbonation. Je m'appelle Émilie Garcia, je suis responsable ESG Impact au sein de la direction Innovation. Cet atelier est organisé en partenariat avec Green Tech Innovation, donc du CGDD, du ministère de la Transition environnementale. Avant de vous présenter du coup nos intervenants, une petite mise en contexte. Objectif neutralité 2050, tout le monde est au courant de ça. Concrètement, comment on fait pour y arriver? Différentes composantes dans la solution, travailler sur l'efficacité énergétique, sur la sobriété, le changement des usages, et la troisième composante qui va être les solutions technologiques, les nouvelles, les innovations qui vont permettre d'aller dans le bon sens. C'est là du coup qu'on va parler de Green Tech. Qu'est-ce qu'une Green Tech? Une Green Tech, ça va être un offreur de solutions innovantes qui peut être un process, un produit ou un service, B2B ou B2C, qui vont permettre à l'utilisateur final, entreprise ou consommateur, de limiter son impact environnemental. Autant que ce soit sur l'atténuation climatique, liée à l'émission des GES, à l'adaptation, mais également ce qui va être la gestion de l'eau, la pollution air au sol, tout ce qui va être la transition vers une économie circulaire et tout ce qui est biodiversité et préservation des écosystèmes. BPI France, donc on a sorti une étude Panorama Green Tech, une deuxième édition cette année que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On retrouve à peu près 2150 Green Tech sur le territoire français à fin 2022, donc vraiment très actif sur le sujet. En termes de thématiques en tête, on va avoir un quart qui va être sur la thématique justement de transition environnementale, trouver des solutions sur les sujets de décarbonation et d'économie circulaire. En deuxième position, on a toute la thématique des nouvelles énergies, aussi à peu près à 24-25%. Et ensuite, sur les autres thématiques, on va avoir sur l'industrie verte, sur la mobilité propre, sur l'agritech et enfin sur la construction durable qui est le moins représentée dans le panel. En autre chiffre en tête, dans tout ce panel de Green Tech, on a à peu près 19% qui sont Deep Tech et 47% ont un enjeu industriel. Donc vraiment qui est un maillot important dans le continuum de vie d'une Green Tech. Maintenant que le cadre est posé, donc là l'idée ça va être justement de parler de solutions transformantes à différents horizons de temps pour justement répondre à ces échéances au cas 2050, mais aussi qu'est-ce qu'on fait dans l'intermédiaire à 2030. Et donc c'est là donc je vais vous introduire du coup notre panel du jour. Donc Jean-Baptiste, bonjour. Donc tu es Bonjour. CEO de l'entreprise McPhy, donc sur la thématique hydrogène bas carbone, sur la partie du coup production d'électrolyseurs. Je te laisserai en parler un peu plus après. Merci d'être là. Donc Édouard Garot, bonjour, donc des cofondateurs donc, de Poly2Poly. Donc, qui propose une solution d'aide à la décision sur l'utilisation de polymères recyclés. Pareil, tu nous détailleras tout à l'heure. Damien Bastien Faure, pardon. Bonjour. Donc, directeur système donc, chez Diaocycle, donc une start-up deep tech qui porte une technologie de rupture sur la valorisation du CO2. Tu me parlais de photosynthèse industrielle, donc pareil, tu nous en parleras un peu plus. Et enfin, Édouard Combette, bonjour, donc directeur d'investissement au sein de notre fonds, donc BPI France Green Venture. Alors peut-être pour commencer par ce tour de table, ce que je vais vous demander, c'est peut-être un peu de pitcher en une minute votre solution et de dire en quoi justement elle contribue à la décarbonation et aller dans le bon sens. Et ensuite par rapport au stade de maturité où vous en êtes, parce qu'on a bien fait dans le panel, on a pris des thématiques différentes et des stades de maturité différentes pour un peu voir la complémentarité. Donc un peu un pitch lié à la décarbonation. Et après par rapport au stade de maturité, du coup quels ont été vos principaux enjeux et freins justement pour vous développer par la suite. Jean-Baptiste, je te laisse commencer. Avec plaisir. Donc McPhy est un des acteurs européens de production et distribution d'hydrogène vert. Donc la société existe depuis 15 ans et est cotée depuis maintenant près de 10 ans. Nous sommes donc un spécialiste qui designons et produisons des électrolyseurs. Les électrolyseurs sont donc des équipements qui permettent de produire de l'hydrogène à partir d'eau. Et donc on s'inscrit évidemment au cœur des enjeux de décarbonation puisque l'hydrogène dite grise qui existe actuellement est un fort contributeur aux gaz à effet de serre et au CO2 notamment. Et donc être capable de mettre en œuvre des solutions industrielles qui permettent de substituer cet hydrogène grise par de l'hydrogène verte
est un des enjeux majeurs de la décarbonation industrielle en France. Nous avons à peu près 250 collaborateurs. Nous sommes présents en France, en Italie, en Allemagne. Nous sommes donc maintenant en phase de l'industrialisation, puisque nous avons des usines et que nous construisons des équipements à destination donc, des usages industriels que j'évoquais, notamment dans la sidérurgie ou la chimie, mais aussi pour des solutions de mobilité, puisqu'il y a un enjeu de mobilité assez fort. Et vous savez que l'hydrogène est un des vecteurs énergétiques qui est utilisé aussi pour la mobilité, et notamment la mobilité lourde de bus ou de camions. Et donc on a aussi un volet de notre offre autour de ces enjeux de mobilité. Voilà. Et donc alors, quels ont été dans l'évolution de McPhy du coup tes principaux enjeux et peut-être les freins par rapport là à l'étape où tu en es? Alors les principaux enjeux, c'est les enjeux de scale-up industriel, c'est-à-dire d'être capable de passer d'une logique de prototype ou de premier de série à une logique industrielle. Et donc ça passe par le développement de capacités humaines, industrielles, systèmes, qui permettent donc d'adresser des projets qui ne sont plus des projets de quelques kilowatts, mais des projets de dizaines, voire de centaines de mégawatts. Donc il y a un effort de structuration et de financement, bien évidemment, hein, puisque, et c'est là que le recours au marché ou le recours à des actionnaires comme BPI, qui est donc un actionnaire fidèle et historique de McPhy, est crucial, parce qu'on est dans des lignes de temps qui sont pluriannuelles. L'industrie, ça se construit dans la durée, et donc il faut avoir une roadmap claire et partagée avec des actionnaires, et c'est ça un des enjeux. Merci. Olivier, du coup, toi, dans ton développement de ton... oh là là, je suis fatiguée, hein, pardon. Édouard. Pourquoi j'ai pas eu tourne la tête, pardon. Oui, du coup, donc toi, dans le développement de ta solution soft, donc par rapport à où tu as commencé, du coup, où tu en es aujourd'hui, est-ce que c'est facile du coup de trouver des clients de par ta thématique ou pas? Et quels sont tes principaux freins? Que je présente un tout petit peu la solution. C'est ce que j'allais dire. D'abord, présente un peu ta solution. Poly2Poly est une green tech de l'économie circulaire des plastiques. On a plusieurs métiers. On est un expert de la matière. On fait de la distribution des polymères recyclés. Et on est aussi une solution de caractérisation à grande échelle avec une plateforme digitale. Et donc, on contribue à un cycle vertueux à plusieurs titres. Il y a la décarbonation qui est notre sujet du jour, puisqu'en fait, les plastiques recyclés, on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas du domaine, mais ce sont des pompes à carbone. L'empreinte carbone d'un plastique fossile issu du pétrole est à peu près le double par rapport à un plastique recyclé. Donc vous voyez, sur un marché français, on a 6 millions de tonnes de plastique. En gros, si on passait tout demain en plastique recyclé, on économiserait 9 millions de tonnes de CO2. Donc c'est des chiffres absolument hallucinants. Et donc nous, notre métier, dans cette filière qui est déjà organisée autour du plastique fossile et avec d'un côté des producteurs et de l'autre côté des fabricants d'emballage ou des fabricants de pièces automobiles et autres, eh bien notre métier, c'est de réorganiser ou d'aider à l'organisation plutôt une filière qui est très atomisée, qui est celle du plastique recyclé, pour donner des jalons aux industriels et leur permettre de prendre les meilleures décisions, que ce soit sur le plan technique que économique. Et en faisant ça, évidemment, eh bien, on augmente leur taux d'intégration de plastique recyclé. On vient dérisquer leur intégration de plastique recyclé. Et donc, on leur permet évidemment de verdir leur industrie. Et donc, on a un gros impact sur le CO2. Notre deuxième impact, qui est moins le sujet du jour, c'est sur la partie déchets. En fait, évidemment, qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, c'est une ressource qui a une valeur négative. C'est un déchet, il faut payer pour s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'une ressource réelle? C'est une matière qui a une valeur positive. Nous, notre métier, c'est d'augmenter par la data la valeur des polymères pour que chacun puisse trouver son besoin dans les polymères recyclés et donc, au travers de la data, améliorer cette valeur et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de plastique usagé qui aille vers l'enfouissement, l'incinération, qui ont des impacts négatifs sur l'environnement et donc qui ont peu de valeur pour que ce soit les citoyens à l'échelle nationale globale que les industriels finalement. Donc c'est vraiment être un maillon manquant, répondre aux maillons manquants sur la chaîne de valeur à la fois sur l'amont et sur l'aval pour permettre justement d'avoir ce cycle complet.
Merci. Du coup, Bastien, donc Dieu s'accueille, pareil, si tu peux nous expliquer ce qu'est la photosynthèse industrielle en 2 minutes. Et après, par rapport à votre phase de POC, etc., où tu en es en termes d'enjeux et de principaux freins. Oui, avec plaisir. Merci, Émilie. Dioxycle, on est une start-up française qui est spécialisée dans le développement de technologies de rupture pour convertir des émissions carbonées en produits chimiques et carburants durables. Donc pourquoi les produits chimiques? Parce que les produits chimiques, c'est une part significative des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, hein, c'est à peu près 4%. Et aujourd'hui, donc, ils sont faits essentiellement par pétrochimie, on peut dire. Donc c'est une industrie très polluante et nous on propose une alternative à cette pétrochimie donc, pour faire des produits chimiques à partir d'eau, d'émissions de carbone et d'électricité verte. Donc le premier produit sur lequel on se concentre aujourd'hui, c'est l'éthylène. Si ça ne vous parle pas, l'éthylène, c'est le produit chimique le plus vendu au monde. Il est impliqué dans la chaîne de valeur de plastique et de chaîne textile. Donc plastique par exemple pour les électroménagers, pour les tuyaux en PVC dans les bâtiments, chaîne textile, polyester pour les habits, etc. C'est environ 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et donc nous, on veut transformer la manière dont ce produit est fait pour diminuer l'impact carbone. Donc aujourd'hui, Dioxycle, on est 20 personnes, on est une start-up en phase de pré-industrialisation. On a levé 24 millions d'euros depuis 2 ans. On est basé à Paris, on a aussi une petite antenne en Californie. Et notre défi actuel, comme tu le disais Émilie, c'est démontrer la technologie à l'échelle industrielle. Donc dans les 24 prochains mois, on va faire un premier démonstrateur industriel pour convertir des émissions de carbone d'un émetteur de carbone en éthylène, ce qui sera une première mondiale et un beau pas pour nous. Okay, merci. Du coup, peut-être pour enchaîner, Edouard, tu peux nous faire un peu une mise en contexte par rapport au marché. Est-ce que l'écosystème français est prêt justement pour répondre à ces enjeux de décarbonation? On voit que début 2023, c'est pas la panacée par rapport au levé, mais du coup, c'est quoi un peu toi, ta vision des choses sur le sujet? Alors, nous notre vision du marché français, un peu plus globale des clean tech, c'est qu'il y a des solutions qui sont proposées justement par des startups qui sont réellement en rupture et qui ont un potentiel assez significatif justement comme levier de décarbonation. Nous, à titre d'équipe, on a déployé plusieurs fonds sur ces thématiques-là et le dernier, le fonds Écotechnologie 2, est doté de 300 millions d'euros pour pouvoir accompagner le développement de ces startups dans leur développement. Justement avec des pièges qu'il faut passer au fur et à mesure des étapes, et BPI France est vraiment là justement pour les accompagner dans ces challenges-là, que ce soit au niveau du proof of concept technologique, ensuite du proof of concept produit, ensuite du proof of concept sur un plan plus commercial, la phase d'industrialisation qui représente quelques pièges et autres. Mais justement, on est assez enthousiaste. On est assez enthousiaste autour de la qualité des entrepreneurs qui montent des projets qui ont un lien avec l'environnement au sens assez large du terme. On a un écosystème de fonds avec lesquels on réalise des co-investissements qui est de plus en plus dense, plus international, très engagé, très expert d'ailleurs dans ces domaines-là. Donc on est moins, je pense, moins menacé par le greenwashing que ce qu'on a pu l'être peut-être au début des aventures des fonds clean tech il y a une dizaine d'années. Donc, je pense qu'on a toutes les composantes pour faire de start-up des entreprises à succès et avoir un vrai levier sur le climat. Il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Merci. Du coup, peut-être en effet pour enchaîner, du coup, décarbonation c'est un réel enjeu. Du coup, les grands groupes en effet s'y intéressent de plus en plus parce que à la fois ils vont être contraints par les réglementations en termes de trajectoire carbone, de plan d'action à mettre en place, et donc ils s'intéressent du coup de plus en plus aux solutions. Du coup, comment ça se passe justement quand on va être du coup une start-up green tech qui propose une solution? Ces relations justement avec ces grands groupes, est-ce que c'est simple ou pas? Damien, par exemple, sur Dioxycle, comment ça se passe? Est-ce que les relations sont simples? Je veux dire non, rien n'est simple. C'est vrai qu'on est dans une époque qui est intéressante, qui est un peu une époque charnière. On a une industrie qui s'est beaucoup développée, qui aujourd'hui produit beaucoup d'externalités. Donc là, on parle de décarbonation, donc de CO2, mais aussi d'externalités sur l'écosystème en général. Et donc on a besoin de solutions technologiques. Donc les startups sont là pour amener ces solutions technologiques, ce qui peut par nature créer un climat un peu de défiance, hein, où ces grands groupes peuvent se dire les startups vont prendre notre place, etc. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Je pense qu'on est face ensemble à un défi qu'il faut relever. Et donc nous, en tant que startup, on a besoin des grands groupes
pour arriver sur le marché, pour se mettre en place, pour se développer. Et les grands groupes, réciproquement, ont besoin de notre rapidité d'exécution pour amener des nouvelles technologies. Donc nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans notre business model. En fait, on n'a pas vocation à remplacer des industries émettrices de carbone, on a vocation à leur proposer des solutions. Donc à proposer une brique technologique qu'ils pourraient intégrer dans leur process pour se transformer. Donc ça leur permettrait de survivre dans le monde de demain, où ça sera un monde qui sera nécessairement décarboné pour atteindre les objectifs du GIEC, de réchauffement climatique, etc. Et donc c'est un peu notre philosophie, quoi. C'est pas se mettre dans un climat de défiance, c'est proposer une brique technologique, voir comment on peut s'intégrer avec eux parce qu'ils ont besoin d'eux. Enfin, ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Et du coup, peut-être pour enchaîner, peut-être tu peux parler un peu de l'expérience que vous avez vue avec Breakthrough Energy, justement, qui vous a aidé un peu à vous développer et vous implémenter. Si tu peux parler peut-être 2 minutes de ce sujet-là. Oui, effectivement. Donc, je vais peut-être parler un peu de nos barrières, nos freins au début pour se développer. Donc, on est une startup green tech, mais on est aussi une deep tech. On fait de la technologie de rupture qui n'existe pas. Et donc, nécessairement, on a des temps d'arrivée sur le marché, des temps de développement qui sont longs, plusieurs années. Et donc, pour arriver à franchir cette marche, il faut des gens qui ont des poches longues, qui sont prêts à voir sur le long terme et à financer pour avoir un retour sur investissement qui arrivera peut-être dans 10 ans, 20 ans, avec des échelles de temps qui sont industrielles. Donc, ce n'est pas des fonds classiques. Et donc, effectivement, nous, on a été beaucoup aidés par BPI France, donc des fonds publics qui ont cette vision long terme, mais aussi par des fonds philanthropiques. Donc, Breakthrough Energy Fellowship, c'est une bourse philanthropique de Bill Gates qui nous a aidés à nous développer pendant 2 ans, avec un financement non dilutif. Et donc ça, ces mécanismes, c'est des choses qui aident vraiment les green tech à se développer, de par l'absence de demande de retour immédiat, voire même l'absence de demande de retour tout court avec Breakthrough Energy. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour les green tech parce qu'il y a des temps de développement qui sont longs, parce que aussi on a des coûts en capitaux qui sont importants. On ne développe pas une API sur un serveur pour des clients, on a du métal, on fait des laboratoires de R&D, on développe un prototype, donc ça coûte beaucoup d'argent, il y a beaucoup de ressources, etc. Et donc il y a forcément une barrière à l'entrée liée à ça. Ok, merci. Du coup, toi, alors Jean-Baptiste, relation avec les grands groupes, alors EDF en actionnaire, donc ça va biaiser peut-être un peu ta réponse, mais du coup, en effet, la relation avec les grands groupes, les grands sur le marché, à la fois ceux qui ont le besoin d'hydrogène pour se décarboner, et par rapport aux autres concurrents, plus sur le même sujet, mais sur des solutions moins vertueuses, comment tu te positionnes par rapport à tout ça ? Alors, nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes, à la fois effectivement comme actionnaires, et l'exemple EDF est bon, et aussi comme client, puisqu'on a dans notre portefeuille client essentiellement des grands groupes, avec donc la difficulté de trouver un langage commun et de réussir à faire converger des modes de fonctionnement qui sont parfois un peu différents. Mais pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de créer une filière. Une filière, c'est des grands, des moyens, des petits, et une capacité à chasser en meute et en tout cas à coordonner des choses qui ne sont pas forcément simples à organiser, mais comme les protocoles d'échange, par exemple, les normes, les pratiques de standard. Il y a pas mal de choses qu'on peut coordonner à l'échelle d'une filière. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux, ou les sujets de sécurité aussi, qui sont très importants dans le domaine de l'hydrogène. Donc, il y a vraiment enjeu à structurer cette filière, à la fois avec des organes, je dirais, de coordination et des syndicats professionnels ou des choses comme ça qui peuvent jouer un rôle, mais aussi des dialogues et des forums qui permettent d'échanger. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut voir en Allemagne, puisque nous on est très présents en Allemagne aussi, on a une bonne partie de nos équipes basées à Berlin, cette approche, cette coordination avec les grands groupes, elle est encore un peu compliquée parfois en France, où il n'y a pas cette culture d'accompagnement et de partenariat, en tout cas pas toujours. Et c'est quand même un enjeu pour faire émerger ces filières, de réussir à travailler en coopération avec ces donneurs d'ordre. Ouais, c'est ce que tu me parlais de compagnonnage avec le Mittelstand allemand, qui est beaucoup plus prégnant. Donc l'approche du Mittelstand allemand est très différente de ce qu'on fait en France, avec des réseaux qui travaillent sous l'ombrelle de Siemens ou Bosch, pour citer 2 noms connus, mais et c'est vrai qu'il y a un Mittelstand en Allemagne parce qu'il y a eu
ce souci des grands groupes de ne pas accaparer toujours toutes les briques de technologie, mais d'être capable de développer des partenaires qui ont le droit de grossir, qui ont le droit de gagner de l'argent, sans que ce soit perçu comme une menace existentielle par ces grands donneurs d'ordre. Donc alors, je pense qu'on a progressé en France dans ce domaine, mais qu'on est quand même encore un peu en décalage par rapport à ce qui se fait en Allemagne, voire même en Italie du Nord, où on est aussi présent et on peut observer ce type de partenariat. Et alors toi, Edouard, donc sur la partie polymère aussi, alors tu me disais que c'était un peu, comment je vais dire, un peu une opportunité en France parce qu'en effet, sur toute la thématique du plastique de recyclage, enfin, on n'était pas forcément en avance, donc du coup, c'était plutôt une opportunité pour toi. Mais du coup, comment tu te positionnes justement par rapport au gros sur le sujet voilà, c'est quoi ton expérience là-dessus? D'abord, je souscris pleinement à ce que Jean-Baptiste vient de dire et c'est intéressant de voir que malgré plusieurs bureaux en Europe, malgré des équipes renforcées, qui sont déjà renforcées, on partage des difficultés. Moi, je dirais j'observe deux axes de difficultés pour la coopération avec les grands groupes. C'est le calendrier. Ils ne vont pas forcément à la même vitesse que nous. Ils sont sur le temps long. Un projet peut prendre 18 mois avant d'être validé. 36 mois peut-être avant de rentrer en opération. J'ai discuté en début d'année 2023 avec un groupe automobile. Ils m'ont dit, si on va vite, tu devrais pouvoir positionner les premiers matériaux en 2026. Je leur ai dit, du coup, il faut qu'on réfléchisse en effet à coopérer ensemble. Mais malheureusement, le calendrier de la start-up fait qu'on doit avoir des résultats beaucoup plus vite que ça. Et donc ça, c'est le premier axe. Le premier axe de difficulté, c'est le temps. Le deuxième axe de difficulté, je dirais que c'est peut-être de l'ordre du réseau, les bonnes personnes. On s'adresse à des gens qui sont très très pris, qui sont ultra sollicités par un grand nombre de personnes, qui sont en recherche de crédibilité par les personnes qui les sollicitent eux-mêmes. Et donc, parfois, pour une start-up, parmi tant d'autres, ça peut être compliqué d'interpeller le bon acheteur ou le bon directeur à stratégie, le bon directeur RSE et de l'impacter. Quand on arrive à le contacter, d'ensuite de l'impacter. Donc ça, c'est une vraie difficulté et c'est là que BPI aussi peut jouer un rôle dans les mises en relation, dans le BizDev, qui est du coup de l'opérationnel temps court, mais qui peut apporter un soutien et nous faire connaître et faire avancer les green tech. Et du coup, toi, Edouard, justement, BPI France, je suppose que vous avez un peu aussi ce rôle-là, cet objectif justement de mettre en lien différentes green tech par rapport aux besoins que vous voyez et un peu faire phosphorer tout ça. Oui, absolument. Nous parmi la proposition de valeur entre guillemets d'une équipe de gestion de fonds vis-à-vis des boîtes avec lesquelles on va travailler, ça va être de les aider sur tout sujet qui peut apparaître, mais également justement d'ouvrir notre carnet d'adresses auprès de grands groupes et essayer, autant que faire se peut, de s'assurer que la start-up et le grand groupe parlent le même langage, que le grand groupe comprenne exactement ce que la start-up peut faire au moment de son développement et que la start-up comprenne bien quelles sont les grilles d'analyse du succès d'un projet commun. Mais l'on voit sincèrement ces partenariats comme étant extrêmement vertueux tout de même pour le développement des startups. On a à la fois des sociétés qui se développent en partenariat commercial avec des grands groupes d'une part et d'autre part qui peuvent être amenés à être investis par les fonds de corporate VC de ces grands groupes. Et généralement, c'est plutôt une des recettes du succès. En termes de positionnement à l'international, comment, quand on va être une green tech française, on se positionne sur ces thématiques-là? Est-ce que c'est simple? Alors, beaucoup de sujets de réglementation, pareil, on en parlera après, mais du coup, par rapport à ce qui se passe, la concurrence sur vos thématiques, c'est quoi votre vécu là-dessus, Jean-Baptiste, peut-être? Alors, nous, on est identifié comme un des acteurs européens déjà de l'électrolyse et des technologies d'hydrogène verte. Donc on a une histoire et un recul qui nous permet d'avoir réussi à percer. On se bat donc en Allemagne, en Italie, en étant quand même perçu comme un groupe français et avec, je dirais, globalement une perception positive de la capacité d'innovation
et de la crédibilité des équipes techniques et de la valeur des partenariats. Hein. C'est vrai qu'on évoquait EDF tout à l'heure, le fait qu'on ait EDF comme actionnaire amène une certaine crédibilité. On est, je dirais, plutôt bien positionné, voire même en avance en France sur les sujets d'hydrogène. Il y a une volonté publique établie avec une stratégie nationale qui était ambitieuse, qui a été formulée il y a maintenant 2 ans et qui nous a mis dans le bon momentum. Maintenant, il faut continuer parce que les autres pays ont eux aussi accéléré. L'Allemagne a réinvesti beaucoup, donc il faut être je dirais vigilant et maintenir l'effort pour rester dans la course. Mais on est globalement un des pays les plus en pointe dans ces domaines. Sur la thématique de la valorisation du CO2, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, tout ce qui est dire air capture, etc. Comment Diocicle, vous arrivez à positionner justement sur cette thématique valo CO2 du coup qui est plus long terme, un peu géré au niveau international. Donc comment vous arrivez à positionner là-dessus? Donc là, oui, la thématique valorisation CO2, je dirais, est très développée aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis qui est un des gros émetteurs de CO2, il y a quand même une thématique qui est très développée, je dirais beaucoup avec l'Inflation Reduction Act, qui est une subvention à l'industrie qui est très axée sur les technologies de captation du carbone, donc captation dans l'air, hein, ce qu'on appelle les DAC, captation dans l'air, et derrière valorisation. Donc nous, nos principaux concurrents sur la thématique valorisation sont effectivement aux États-Unis. Et donc ils bénéficient de cet écosystème-là et de cette intégration industrielle qui est importante. Je pense en France, on a quand même une belle carte à jouer, hein, parce que la décarbonation dans l'industrie va beaucoup passer par l'électrification. L'électrification des usages, l'électrification des procédés, l'électrification de la production d'énergie. Donc en France, avec une électricité qui est très nucléaire, très décarbonée, on a une belle carte à jouer pour en tout cas montrer la chaîne de valeur, montrer que la décarbonation a du sens au niveau des technologies. Merci. Ok. Peut-être maintenant thématique en termes de RH. Est-ce que quand on est une green tech, qu'on se dit qu'on va dans le bon sens, qu'on est vraiment sur ces enjeux de décarbonation, est-ce que ça facilite justement à trouver des talents et dans l'attractivité? Ou alors au contraire, vous avez le droit de dire non, ça ne change rien, et oui, c'est des profils industriels comme les autres, et le fait qu'on soit là-dessus, non, on a les mêmes problématiques. Je ne sais pas qui veut. Allez. Ouais, je peux commencer. Je dirais oui, clairement. En tout cas, dans la phase dans laquelle on est actuellement de développement, on cherche beaucoup de personnes qui ont des profils recherche, des docteurs, des ingénieurs. Donc dans cette phase-là, des gens qui sont très sensibles à la thématique réchauffement climatique, à la thématique CO2. Et donc là, dans beaucoup de recrutements, effectivement, le côté impact de la start-up, sens du travail est important. Et donc ça, je pense, c'est quelque chose sur lequel il faut pousser, hein, essayer de trouver du sens dans son travail et de trouver sa place dans la société au niveau des clean tech. Après, je pense que quand la boîte grandit, on va avoir besoin, enfin, on commence déjà à avoir besoin de profils un peu plus spécifiques, industriels, parfois de profils passion, typiquement des automaticiens, des choses, enfin voilà, différents profils qui, pour le coup, peut-être que la passion du métier passe avant le côté enjeu de la start-up, enjeu au niveau de la décarbonation. En tout cas, nous, dans notre phase actuelle, ça nous aide beaucoup et je trouve que c'est quelque chose d'assez positif au niveau juste de la mentalité de la société et qui montre qu'on a envie d'aller dans le bon sens. Jean-Baptiste, pour recruter, c'est comment ? Pour nous, je dirais que ça dépend un peu des bassins d'emploi ou des marchés et des fonctions. Je rejoins ce qui vient d'être dit sur la différence entre des gens qui sont core business et des jobs qui sont plus sur des fonctions transverses ou sur des fonctions dites standards. Et donc pour regarder les bassins d'emploi, c'est vrai nous on est présent dans la région de Grenoble et c'est très difficile de recruter à Grenoble, il faut être factuel, parce que le marché est quasiment en plein emploi, et parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Et donc, il faut s'aligner sur des niveaux de salaire qu'on n'a pas forcément envie d'atteindre tout de suite dans notre stade de maturité. Et il faut parfois faire venir des gens, ce qui n'est pas impossible à Grenoble, hein, qui présente un certain nombre d'attraits, mais il y a cette complexité. Et puis effectivement, pour revenir sur ce
sur les problématiques de fonction industrielle. Il y a certains métiers qui sont structurellement en tension en France. Si vous voulez embaucher des soudeurs, bon courage. Il faut les former vous-même. Deux, il faut les menotter au poste à souder parce que sinon ils vont partir. Et donc il y a vraiment des enjeux de métiers spécifiques qui sont très très tendus. Donc effectivement, le fait d'offrir du sens, d'offrir une société qui s'inscrit dans un combat pour la décarbonation, dans la transition énergétique, ça suscite de la passion et de l'attrait, ce qui est une condition nécessaire, mais qui n'est pas toujours une condition suffisante pour recruter en quantité et en qualité. Pour réussir à trouver. Et toi, Edouard, du coup, justement, d'être sur cette brique de circularité, réussir à un schéma vertueux, etc., est-ce que du coup, ça t'aide à être un argument justement pour recruter plus facilement des personnes? Alors pour vous répondre sur l'internationalisation, d'abord, nous, chez Poly2Poly, on a internationalisé très tôt parce qu'en fait, c'est le marché des polymères est par nature internationalisé. Donc il a fallu très tôt, même en étant immature, être présent à des événements européens à minima, se positionner comme un acteur européen. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la valeur de notre green tech dépend aussi de notre internationalisation, même si, évidemment, pour lancer le prototype, on s'est concentré sur des marchés domestiques, un peu plus faciles d'accès, avec des gens qui pouvaient nous faire des retours facilement, sans nous griller, avec une solution immature sur des acteurs internationaux dès le départ. Donc c'est vraiment un mix, réussir à s'internationaliser assez tôt pour faire prendre de la crédibilité et de la valeur à la solution, et en même temps tester son prototype à l'échelle domestique avec des acteurs bien connus qui peuvent faire des feedbacks et nous permettre d'améliorer la solution tout simplement sur leur retour d'expérience. Ensuite, sur les RH, je dirais que être une green tech, c'est pas forcément un atout au départ pour embaucher, même si ça attire, même si ça questionne, mais c'est pas un atout à lui seul parce que finalement les candidats regardent aussi les conditions salariales, j'ai envie de dire conventionnelles. Donc ça vient plutôt comme une cerise sur le gâteau pour eux. En revanche, il y a un truc que l'on remarque, et ça me paraît important, c'est pour la rétention des talents. C'est-à-dire que quand vous onboardez quelqu'un, il reste 1 an. À partir de 1 an, en fait, il commence à vraiment être fidèle à la société parce qu'en fait, il travaille non plus pour les conditions salariales qui l'ont fait venir au départ, mais il travaille pour l'histoire qu'il est lui-même en train de construire au sein de l'entreprise. Ouais. Alors, ça peut être vrai dans d'autres domaines que la green tech parce qu'on peut finalement impliquer nos collaborateurs dans une histoire, mais c'est encore plus vrai, je pense, dans notre secteur, parce que l'histoire est quand même assez belle à raconter. Et tout ce qu'on fait a du sens, là. Tous les 3, tous les 4, tout ce qu'on fait a du sens. C'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Edouard, en tant qu'investisseur, alors ce qui peut ne pas être simple avec les green tech, c'est en effet par rapport à tout ce qui se passe en termes de réglementaire, enfin que ce soit sur la loi AGEC, enfin tout ce qui va se passer au futur, ces enjeux-là font que du coup que c'est pas forcément un marché très simple à percer. En termes de ROI, c'est plus risqué. Donc comment tu appréhendes ce risque et comment tu arrives à juger les choses et jusqu'où tu vas du coup pour dire allez, je mise sur cette techno-là et on y va parce que ça répond à un réel enjeu, même si tu as beaucoup de risques à côté. Oui, et donc analyser les composantes de risque et d'opportunité, bien évidemment, des startups, c'est notre quotidien. Parmi les difficultés ou les challenges que l'on va voir apparaître de manière assez globale dans nos clean tech, tu en as cité une, c'est les aspects réglementaires. On parle la plupart du temps de hardware, on parle de temps en temps de marchés qui sont très spécifiques comme l'agroalimentaire typiquement, ou comme le marché de l'énergie. On n'injecte pas de l'électricité sur le réseau français sans avoir fait quelques tests quand même. Donc on essaie d'évaluer finalement les chances et les moyens et le calendrier nécessaires pour que la start-up y parvienne.
et quelles sont les briques constitutives finalement de cette roadmap qui nous semble absolument immuable pour justement y parvenir également. Et à côté de ça, parce que c'est une partie du fuel des sociétés, quel est le budget que l'on va devoir associer, quels sont les montants d'investissement, quels sont les recrutements, quelles sont les compétences clés qu'il faut absolument additionner à la société pour y parvenir. Et c'est comme ça qu'on va essayer de raisonner lorsqu'on va accompagner nos startups. Pour ce qui concerne le côté positif de tout ce que je viens de dire, c'est que d'une certaine manière, lorsque la start-up est parvenue à dépasser tous ces challenges qu'on vient juste de citer, qui font peut-être un peu peur en amont, elle a constitué des barrières à l'entrée qui sont absolument monumentales aussi. Donc on est sur des secteurs où l'intensité concurrentielle des sociétés effectivement à être parvenue à mettre un produit sur le marché qui est plus faible que ce que l'on va pouvoir voir peut-être sur le digital, typiquement, si j'ose cette comparaison. Et du coup, ce que l'on perçoit, c'est que avec le bon accompagnement, avec une gestion au cordeau de nos sociétés, notamment au niveau de l'engagement des CAPEX, au niveau de la constitution des équipes, le fait de bien additionner les bonnes compétences dans le temps, au moment où la société en a besoin, on a de quoi faire des blockbusters. On l'espère et on y croit beaucoup. Ouais, du coup, tu as vraiment un rôle juste là, justement, d'accompagner les entreprises et de les aider là-dedans. Non, c'était juste une remarque, je te laisse vraiment dire. Ok, du coup, alors justement, mot de réglementation. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Est-ce qu'on se dit qu'en étant green tech, entre guillemets, c'est plus facile parce que c'est un peu votre ADN et donc se mettre dans, je vais employer les mots de CRCD, analyse de matérialité, vu que c'est dans votre ADN, entre guillemets, vous êtes plus à l'aise et prêt là-dessus et justement ça vous aide à vous accélérer, ou au contraire vous êtes aussi comme les autres un peu à apprendre des choses parce que c'est sûr que ça fait un peu peur à tout le monde. Voilà, comment vous prenez ce sujet-là? Peut-être parce que Jean-Baptiste, je sais que vous anticipez pas mal là, sur le sujet. Nous on a essayé d'anticiper tous les sujets autour de la taxonomie parce qu'on s'est dit que c'était constitutif de notre identité, donc on aurait été malvenu à pas être un peu en avance, même si d'un strict point de vue réglementaire on n'y est pas encore soumis. On a encore un peu de temps, mais on s'est dit autant utiliser ces années pour être en anticipation. Donc on a lancé un certain nombre d'analyses, dont seuil de double matérialité et un certain nombre de travaux sur une roadmap CSR qui est assez ambitieuse. Et nous, effectivement, non seulement on a anticipé, mais on essaye d'en faire un levier de communication interne et externe fort. Interne, parce que ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur les ressources humaines, ça fait partie de la proposition de valeur d'un emploi dans une société à mission ou avec un sens. Donc c'est important d'être très cohérent et très clair là-dessus. Et en externe, parce que c'est aussi un levier de différenciation. Et que à l'échelle européenne, on comprend bien que c'est aussi un moyen de construire des barrières non tarifaires par rapport à des concurrents chinois, par exemple, qui pourraient être extrêmement agressifs au niveau prix. Et donc le fait d'avoir un supplément d'âme sur la manière de gérer les appels d'offres et d'intégrer ces volets dans la réponse aux appels d'offres peut être un moyen de se différencier de façon durable aussi. Donc on le fait parce qu'on y croit et on le fait parce qu'on pense qu'aussi it's good business. Un avantage. Bastien, vous regardez aussi, je pense, ces sujets-là. Comment vous appréhendez le sujet? Vous essayez d'anticiper au plus? Vous attendez de voir un peu? Comment vous appréhendez ça? Oui, tout à fait. Sur la partie réglementaire, nous aussi, on essaye d'anticiper au plus, sachant que sur la partie conversion d'émissions de carbone en produits chimiques, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, nous, on essaye de comprendre quel est le cadre réglementaire de l'industrie dans lequel on va s'implanter, que ce soit les directives sur les émissions, les directives sur les stockages des produits chimiques, les directives, l'équipement sous pression. Enfin, on essaie de comprendre tout ce cadre réglementaire pour, lors de notre premier prototype, arriver à définir quel sera ce standard sur ces processus industriels de conversion d'émissions de carbone en produits chimiques. Et donc en fait, on essaye d'anticiper, on essaye de s'entourer des bonnes personnes, donc des cabinets de conseil en réglementation, donc c'est là aussi où
la conversation et l'échange avec les grands groupes industriels est important parce qu'eux, ils ont ce retour d'expérience. Et donc, arriver à avoir les bonnes personnes avec qui parler là-bas, c'est très intéressant. Bien entouré, ouais. Et notamment au niveau des consortiums industriels. Quand on a un consortium industriel, il y a souvent des associations qui permettent de faire le lien entre ces consortiums, qui sont en contact direct avec l'ADREAL local, donc l'organisme de réglementation. Et donc arriver à mettre un pied là-dedans, c'est une bonne manière d'appréhender ces sujets. Et donc nous, on essaie de mettre ces briques en place actuellement. C'est vrai que c'est vraiment du coup avoir les contacts clés. C'est vrai que c'est un peu un tel... ouais. Oui, encore une fois. Ouais. Et du coup, toi, Edouard, du coup, comment tu t'abordes par rapport à ça? Du coup, l'OAGEC, etc., limite, c'est un peu... Je suppose que pour toi, ça peut justement aider à aller dans le bon sens. Mais du coup, voilà, tu vois plutôt ça, justement, toi, comme une opportunité ou comment tu vois ça, la partie réglementaire? En fait, comme je le disais tout à l'heure, nous, notre marché est très international. Donc, on est aussi bien obligé de regarder la réglementation française, donc l'OAGEC, que toute la réglementation, toutes les directives de la Commission européenne qui vont venir avec le PPWR, donc le Plastic Packaging Waste and Recovery, ou Waste Regulation, je ne sais plus ce que signifie le R. Et donc, en fait, on est obligé d'être un petit peu en veille, mais je vous avouerai que c'est très touffu pour l'instant pour nous. Et comme le disait Bastien, il faut s'entourer de spécialistes et peut-être cibler telle ou telle réglementation. Par exemple, il y en a une qui va nous intéresser dans les mois et les années qui viennent. Il s'agit du bénéfice de l'empreinte carbone ou des émissions de carbone que l'on permet de diminuer à nos clients. On va essayer du coup de réfléchir avec des spécialistes comment on peut créer un bénéfice pour nos clients au travers de l'empreinte carbone qu'on leur permet de diminuer. C'est hyper important en matière de valeur ajoutée additionnelle et c'est hyper important de ne pas laisser justement des textes existants passer sans les mettre à profit malgré qu'on ait une technologie innovante, il ne faut pas laisser la partie réglementaire de côté. Après, il y a toute la partie normative qui compte énormément. Mais malheureusement, c'est davantage un métier normatif. Je vais vous donner un exemple. Dans les TMD, les transports de matières dangereuses, il y a beaucoup de packaging plastique. Et le transport des matières dangereuses, en fait, impose des normes très, très restrictives qui ne permettent pas au plastique recyclé de se déployer comme il pourrait se permettre, malgré le fait que le plastique recyclé offre une sécurité suffisante pour le transport de matières dangereuses. Donc là, il y a un travail de lobbying pour dire les matériaux durables, en fait, ont leur place, y compris dans ce type de secteur, par exemple, qui ne sont pas forcément alimentaires. Après, il y a aussi du travail sur l'alimentarité, il y a du travail sur le contact sensitive auprès du packaging. Mais c'est davantage un travail proactif. Et malheureusement, pour l'instant, on n'est pas suffisamment structuré, peut-être pour aller parler au cabinet des ministères, ou je pense directement même à la Commission, parce que c'est là que ça se passe réellement, pour influer et impacter la réglementation dans tel ou tel sens. Ouais, un travail de lobbying proactif, en effet, faire en sorte d'avoir des bons indicateurs avec des mêmes références qui soient parlants et qui permettent dans les bonnes directions. C'est vrai que c'est un peu un sujet du moment. J'aimerais juste ajouter un point, là, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit d'avoir des contacts à Bruxelles et dans les gouvernements. Hein, donc, et nous, on a effectivement bien compris que développer tout ce volet d'affaires publiques et de suivi de la régulation est absolument crucial. Et donc, effectivement, ce qui a été dit avant, de bien s'entourer, d'avoir les bons partenaires, les bons consultants qui permettent de décrocher un rendez-vous à la DG Comp, c'est extrêmement important. Et je trouve que globalement, il y a une écoute, que ce soit en France aussi, où on est quand même assez facilement reçu maintenant dans les préfectures ou les cabinets. C'est quand même devenu beaucoup plus simple que dans le passé. Et aussi à l'échelle européenne, où il y a quand même une certaine bienveillance pour les sociétés en croissance. Et donc, il y a capacité à influencer ou à être informé, ce qui est crucial. C'est vrai que la remontée opérationnelle, du coup, c'est vraiment ce qui va être clé pour permettre vraiment de bien cadrer les choses, d'avoir les bonnes références. Alors, je vois le timing, il nous reste 15 minutes. Peut-être finir par un rapide tour de table, un peu, chacun me dire un peu votre mot de la fin et un peu, c'est quoi là, votre prochain défi pour demain, votre prochaine barrière à franchir. Comme ça, après, on se laisse un peu plus de 10 minutes pour les questions-réponses, si ça vous va. Bastien, je te laisse commencer. Le mot de la fin, je trouve qu'on vit dans une période qui est quand même qui peut faire peur quand on regarde le réchauffement climatique, mais quand même hyper excitante. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Et en bossant dans le monde industriel, je trouve que c'est très excitant de voir comment les industriels se posent la question de comment ils vont pouvoir continuer à survivre demain avec un prix sur le carbone, de comment ils vont pouvoir transformer leurs usages. Donc il se passe plein de choses et au niveau de la technologie, il y a beaucoup de choses à apporter et c'est un domaine qui est passionnant. Je trouve qu'on peut rester positif et il faut rester positif. Il y a plein de choses à faire. Il y a des belles boîtes qui se montent. Ici, vous avez quelques exemples. Donc les choses avancent. Donc nous, quelle est la prochaine étape pour nous? Comme je l'ai dit au tout début, c'est le démonstrateur industriel. Et donc dans ce cadre-là, on recrute des profils industriels. Donc si vous adorez l'industrie, etc., c'est un monde qui est super excitant à rejoindre. Voilà. J'aime ce message, merci. Édouard? Pour nous, le mot de la fin, il va avoir la même teneur que celui de Bastien. C'est vrai que la période a jamais été aussi critique. On pourrait même ajouter l'ambiance sur le climat à l'ambiance sur les finances qui nous force à accélérer parce que quand les taux montent, cela signifie qu'on a moins de temps. Tout simplement, le temps se raccourcit, donc il faut aller de plus en plus vite pour délivrer des résultats au moins similaires. Donc nous, la prochaine étape, ça va être l'accélération de passer de l'étape de prototype en 2022 à un scale-up en 2024 et 2025. Et comme Bastien, on voit, malgré un contexte incertain et perturbé, un avenir qui est quand même positif. Parce que quoi qu'il en soit, en tout cas pour notre domaine, les plastiques recyclés vont augmenter, vont prendre de plus en plus de place, entre autres grâce à des technologies comme la nôtre, mais aussi parce qu'il y a des efforts de réglementation qui vont dans ce sens, aussi parce qu'il y a des avancées technologiques un peu plus en amont sur le déchet qui sont en train de se faire. Donc on voit globalement un progrès vertueux qui s'engage, même si on peut regretter que ce soit trop lent. On peut malgré tout conclure en se disant c'est parti, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut maintenir nos efforts et faire en sorte que tout ça avance de plus en plus vite. Voilà. Proactif et optimiste. Jean-Baptiste? Je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit, avec une dimension qui est exaltante. On est au cœur des sujets, avec une convergence, je dirais, d'enjeux à la fois industriel, économique, mais aussi géopolitique. On a bien vu que la transition climatique est en train de devenir un sujet de géopolitique et qui va structurellement modifier le monde tel qu'on le connaît. Donc on est au cœur de ces problématiques et c'est donc une aventure assez exaltante. Il ne faut pas se laisser, je dirais, déconcentrer ou effrayé par l'ampleur de la tâche. Chaque pas supplémentaire nous amène vers le sommet et c'est ça qu'il faut se dire. Moi, Edouard, je te laisse conclure en beauté, je compte sur toi. C'est gentil. Écoute, moi, ce que je perçois, c'est que après un premier cycle d'investissement de 10 ans où on a vu des prémices de solutions ayant un lien avec la transition écologique apparaître, on est aujourd'hui dans un nouveau cycle de 10 ans où on va probablement voir le déploiement à grande échelle justement de ces solutions qui sont aujourd'hui arrivées à un stade de maturité intéressant. Donc d'un point de vue fonds d'investissement, je le vois bien évidemment comme étant un champ d'opportunités assez significatif, mais également d'un point de vue tout simplement habitant d'une ville comme Paris, ce que je perçois, c'est que nous allons commencer à voir sérieusement notre vie impactée au sens positif par des solutions qui viennent effectivement nous aider, nous en tant qu'acteurs, à décarboner bien évidemment les chaînes de valeur économiques, mais notre style de vie. Donc je trouve ça absolument passionnant et d'un point de vue peut-être BPI France comme un acteur public, parmi les éléments sur lesquels on nous attend, c'est aussi renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'écosystème économique français et être l'un des écosystèmes les plus en avance sur la transition écologique et énergétique me semble être dans le futur probablement l'un des premiers facteurs d'ailleurs de choix pour orienter les investissements, pour orienter l'activité. Et du coup, je me dis, le timing est bon, il faut y aller. Et c'est maintenant qu'il faut investir sur ces solutions. BPI France, Banque du Climat.
Merci beaucoup à tous. Ce que je propose, c'est d'enchaîner du coup avec des questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Profitez-en. Oui, je viens vous passer le micro. Bonjour, ma question elle rejoint la préoccupation là, de filière en France et les relations entre les différents acteurs d'une filière, les petits, les moyens et les gros. On se rend compte qu'on a ce problème-là partout en fait. Les petits veulent protéger leur IP et leur savoir-faire, les gros veulent manger les petits, c'est un peu la crainte. Et on n'a pas de cadre formel qui détendrait un peu ces relations en fait. Et ça, c'est une histoire qui se répète à l'infini dans toutes les filières, que ce soit de la décarbonation ou ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour un acteur comme BPI justement de donner un cadre un peu formel qui protège la valeur de la technologie des petits, qui donne l'accès peut-être exclusif pendant un temps donné aux gros donneurs d'ordre et qui permettent à la filière de travailler de façon beaucoup plus sereine et éviter ces discussions qui n'en finissent jamais en fait qu'on rencontre au quotidien, quoi. Donc le rôle de BPI là-dessus, je pense, pour structurer une filière, c'est donner un cadre opérationnel à tous les acteurs, quelle que soit leur taille, et qui les protège sur le temps long en fait. Pas uniquement des financements des intéressés. On a vu que c'est les financeurs des intéressés, eux, ils n'ont pas d'intérêt, enfin leur intérêt c'est que ça marche. Voilà. Mais à la fin, il n'y a pas de business. Donc comment on fait pour que dans le business, ça devienne beaucoup plus fluide et de façon un peu systématique, quoi. Je pense nous comme un acteur, BPI France est un acteur effectivement central donc dans l'écosystème de l'innovation en France. Parmi les rôles que nous avons, et on a joué ce rôle-là, notamment dans le capital investissement, c'est aussi essayer de définir des standards, standards contractuels, standards de pratiques de marché, etc., qui nous semblent équilibrés, qui protègent les intérêts de tous et qui nous semblent être des bonnes manières pour fonctionner en collaboration entre les différents acteurs. Alors, à mon sens, on peut également certainement essayer de fournir une boîte à outils aux grands groupes et aux startups pour justement fluidifier les relations, s'assurer que chacun perçoive là où se trouve la valeur pour l'autre, etc., etc. On a mis en place une initiative d'ampleur autour de l'accompagnement. On a également le hub chez BPI France qui entretient des relations assez fortes avec les grands acteurs corporate et qui fait ces mises en relation avec des startups. Je pense aussi avec, alors le mot est un peu fort, mais le caractère un peu éducation de chacune des parties prenantes sur comment on bosse ensemble. Donc je pense qu'on essaie d'adresser ce point effectivement. Bonjour, Jean-Yves Orcel, SGID Circle Chain. Nous avons une solution originale de traçabilité des déchets avec la blockchain. Et donc, en rencontrant les investisseurs, je m'aperçois que ce n'est pas l'aspect normatif qui les excite et des règles étatiques qui sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous pensez qui peut intéresser les investisseurs ? Donc, chacun d'entre vous, je voudrais que vous me donniez votre avis. Les métriques. Que ce soit des métriques développement durable, green tech, des métriques commerciaux, mais des métriques. Pas de métriques, pas de discussion, je crois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et à ça, j'ajouterais une roadmap avec des jalons identifiables et quantifiables, ce qui rejoint les métriques. Ouais, quand on développe un nouveau procédé, je pense les métriques de base qu'on peut avoir dans le laboratoire, transcrire ça à l'échelle pour avoir des coûts énergétiques sur les produits qu'on fait sont les données qui sont premièrement regardées. Et effectivement, derrière, comment l'équipe grossit, qui est-ce qui est recruté, quels sont les profils. Puis derrière, quel est le business plan, est-ce qu'on a réfléchi à ça parce que c'est vrai que quand on passe d'un laboratoire à l'industrie, il faut montrer qu'on a réfléchi à ça. Je réponds aussi. Nous, ce qu'on va d'abord chercher, c'est
un produit, une vision produit à l'intérieur duquel il y a peut-être une technologie qui rend ce produit innovant ou en rupture ou carrément complètement nouveau. Une fois qu'on a dit ça, on va essayer d'évaluer le marché qui est adressé à partir de ce produit, cette technologie. Est-ce qu'il est suffisamment gros? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il a des menaces? Quel est, on dit toujours la douleur ou le pain que ce marché vit? On va essayer d'évaluer les moyens nécessaires pour la société d'atteindre ce marché. En fonction du stade de développement réel du produit, est-ce qu'il faut encore 2 ans et 10 millions d'euros, 10 ans et 1 milliard d'euros, je ne sais pas. On va évaluer bien évidemment l'équipe. Ça, c'est un des éléments clés entre tout ce que je viens de dire pour permettre à la société de se développer. Donc le patron en premier lieu et évidemment l'ensemble des équipes qu'il y a en dessous. Est-ce que ce sont des ingénieurs? Est-ce qu'ils ont les bonnes compétences? Est-ce qu'ils ont les bonnes expériences préalables à leur aventure dans la startup? Et ensuite, on va également, si la boîte est dans une fonction, dans une phase où elle met sur le marché le produit, on va essayer de se mettre dans la peau d'un client et se dire à quoi ça sert d'acheter ce produit? C'est quoi le discours commercial? C'est quoi la proposition de valeur de la société? Quel est le business case en particulier héroïste pour la société cliente? Et si on arrive à avoir, alors il y a des milliers et des milliers d'autres éléments que l'on regarde, hein. J'ai pas cité l'IP, j'ai pas cité le réglementaire, j'ai pas cité d'ailleurs un des éléments qui nous rejoint qui nous rassemble tous aujourd'hui, mais l'impact environnemental, c'est une évidence, hein. Et d'ailleurs aujourd'hui on demande parmi les éléments clés d'analyse des prémices d'analyse de cycle de vie assez global des produits qui sont développés par nos startups. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est sans avoir des certitudes, c'est avoir quand même des éléments d'analyse qui nous rassurent sur oui, on va y arriver, oui, effectivement, le budget, c'est bien celui-là, oui, si jamais ça dérape, ben, on pourra rattraper d'une certaine manière. Voilà ce que l'on essaie de faire. Bonjour. Lamia Nafi, Chief Innovation Officer de l'UM6P France. Nous sommes sur le point de lancer le premier lab Green Tech européen africain. Et ma question donc s'adresse à BPI, à vous. Quels sont les programmes mis en place, proposés pour promouvoir l'entrepreneuriat européen, mais également, le promouvoir en France, mais également en Afrique? Alors, c'est pas mes sujets de spécialité, donc à la limite, on pourra le prendre offline. Alors, nous les fonds que l'on gère, ils sont exclusivement focus sur les sociétés françaises, hein, donc on investit dans des boîtes dont le siège social est en France. Maintenant, du coup, on promeut bien évidemment l'entrepreneuriat de la part d'entrepreneurs venant de tous horizons en France et d'un point de vue plus général au-delà de l'action de BPI France, mais il y a eu les French Tech Visa, etc. sur ces domaines-là. Sur l'innovation en Afrique, sans en être un spécialiste, il y a notamment l'initiative Afrique Invest, hein, chez BPI France, qui vise notamment à accompagner des fonds d'investissement qui opèrent dans certains pays africains, avec des résultats vraiment très intéressants. Mais je pourrais me renseigner et vous revenir sur le sujet. Et après, en effet, hors innovation, côté créa, ou aussi côté direction export, où il y a pas mal d'actions sur le sujet, mais là, on pourra en effet vous mettre en lien avec les bonnes personnes. Alors, allez, 30 secondes, encore une dernière question si vous le souhaitez. Profitez-en. Vous avez été trop clair. Hein. Ok, quelqu'un veut profiter des 30 dernières secondes là pour... Bon, mais s'il y a des entrepreneurs dans la salle qui montent des belles green tech à potentiel, venez nous voir, on est là pour vous accompagner. Les adresses email chez BPI France, c'est facile, hein, c'est prénom.nom@bpifrance.fr. Voilà.
Voilà, donc merci à tous, merci pour cet passionnant échange. Merci et donc en beaucoup. effet, on retient de l'optimisme, on va y arriver tous pour atteindre cette bel objectif de neutralité carbone 2050. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci. Attention au câble.